informations contradictoires issues du grand débat qui s'achève cette semaine. Moins d'élus, mais des élus plus proches des citoyens. Moins d'impôts, mais des services publics présents partout sur le territoire. Une transition écologique accélérée, mais pas de taxes supplémentaires pour la financer. Il a peut-être des propositions rock'n'roll à faire, puisque c'est, paraît-il, ce qu'attend désormais Emmanuel Macron. Fervent européen, notre invité entend également participer au projet et à la constitution de la liste pour le prochain scrutin. Ce sera le 26 mai. Mais là encore, avec quelles propositions de nature à réconcilier les citoyens avec l'Europe et surtout avec quels alliés sur le continent. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes président du MoDem, maire de Pau. Nous allons évoquer avec vous évidemment la situation politique en France. Vous allez nous dire ce que vous conseillez de faire au président de la République. On achève ces jours-ci les grandes consultations autour du grand débat. Il paraît qu'il vous écoute, alors vous avez peut-être des propositions à lui faire. Nous allons également parler avec vous des élections européennes. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question en évoquant un sujet essentiel, un sujet d'actualité, peut-être la révolution pacifique aujourd'hui en Algérie. Oui, peut-être ce printemps en Algérie, des manifestations historiques, encore ce vendredi dans la capitale, depuis le 22 février, une mobilisation qui ne faiblit pas pour contester la nouvelle candidature, la 5e candidature du président Bouteflika, qui est malade et qui est absent même de son pays. Le pouvoir algérien peut-il rester sourd à cette exigence démocratique qui s'exprime ? Certainement pas. Ce qui se passe en Algérie a beaucoup de titres exemplaires et a beaucoup de titres aussi essentiels. C'est tout un peuple qui se réveille, des millions et des millions de personnes qui descendent dans la rue sans aucune violence, sans aucune agressivité, sans rien qui ressemble à ces mises en accusation et à ces menaces qu'on rencontre si souvent, y compris parfois chez nous. Et ces millions et millions de personnes, elles disent quelque chose de très simple, c'est que rien ne doit plus être comme avant. Rien dans l'organisation politique de ce pays, qui, comme vous savez, est, c'est le moins que l'on puisse dire, profondément verrouillé, depuis longtemps, depuis par un parti, des décennies, par ce qu'ils appellent le système, c'est-à-dire une organisation qui touche à la fois les services de sécurité, la police, le renseignement, et puis aussi évidemment le pouvoir. Dans des cercles dont chacun sait qu'ils ne sont pas tous apparents, qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont discrètes et qui agissent sans avoir été directement choisies par le peuple. Et tout ceci est incroyable d'abord, bouleversant. Je ne connais pas les responsables algériens que je connais vivent ce moment avec le sentiment que des décennies d'engagement, de combat, de lutte sont en train de déboucher sur un printemps du peuple algérien. Alors, on sait très bien ce que sont. C'est la seule alternative. On sait très bien ce que sont ces mouvements. Ça n'est pas parce qu'ils commencent très bien qu'ils finissent très bien. Il y a des menaces qui sont des menaces très importantes. Mais ce qu'ils disent tous, c'est cette élection ne se déroulera pas comme elle a été engagée. Il faut que change l'organisation démocratique et ça commence par une remise en cause de ce qui est annoncé et dont on a le sentiment que ce qui est annoncé ne va pas pouvoir se dérouler comme prévu. Nicolas Barré. Comment se fait-il que la France officielle, la diplomatie française, ne soit pas capable de dire le dixième, le centième de ce que vous venez de dire à l'instant? La France, après tout, avait raté le point de bascule sur la Tunisie. Pendant longtemps, n'avait pas cru à la fin de Ben Ali. Est-ce que ce sera la même chose avec l'Algérie? Eh bien, la différence avec le gouvernement officiel, c'est que moi, je suis libre de parole. Et le gouvernement, il est en charge d'autre chose
qui sont les relations historiques entre l'Algérie et la France. Les intérêts français. C'est pas seulement les intérêts. Je ne crois pas que le gouvernement se détermine uniquement en fonction des intérêts, mais vous savez très bien l'histoire qui est tellement tourmentée, à la fois passionnelle et chargée de drames entre l'Algérie et la France. Et donc, l'accusation d'ingérence ou le risque d'être accusé d'ingérence, c'est évidemment pour le gouvernement une contrainte et une exigence extrêmement forte. Mais y a-t-il ingérence à seulement vouloir soutenir le peuple algérien ? En tout cas, c'est exactement de cela que serait accusé le gouvernement. Il n'empêche que, si vous me permettez de le dire, je sais à peu près ce que chacun des responsables pense de la situation. Vous parlez du président Emmanuel Macron ? Et je sais très bien que ils ont profondément responsables de l'exécutif et de la politique étrangère française. Ils ont l'intention, naturellement, ou en tout cas la volonté, d'être utiles pour que ce grand changement se passe du mieux possible. Pour vous, pour être clair, Abdelaziz Bouteflika n'est pas en mesure de se présenter ? Mais vous savez bien, il peut même pas rentrer en Algérie à l'heure qu'il est. Tant son état de santé est profondément dégradé. Et au bout de ses mandats successifs, le 5e mandat apparaît pour une grande partie de l'opinion et peut-être pour une grande partie des responsables algériens, même s'ils ne le disent pas, comme le mandat de trop qui ne pourra pas être fait. Il y a deux choses, comme vous sentez bien. Il y a l'état de santé et il y a l'usure d'un système. C'est le mot qu'emploient tous les responsables et tous les démocrates et tous les manifestants algériens. C'est que on est dans une société qui est tellement verrouillée, ou qui a été au cours des années tellement verrouillée. Et on a un peuple qui se réveille, qui est joyeux, pacifique, qui a envie de montrer que eux aussi ils appartiennent à la modernité. Pour eux aussi, le mot liberté n'est pas un mot interdit, et ils le font de la manière la plus positive et constructive possible. Et c'est ça qu'il faut regarder comme citoyen du monde, citoyen français, bien sûr, étant donné les liens innombrables qui existent entre les deux peuples, mais comme citoyen du monde, c'est ce qu'il faut regarder avec enthousiasme, en veillant à ce que tout cela ne dérive pas, si possible, c'est pas notre affaire, ne soit pas récupéré, parce qu'on sait très bien que notamment par les islamistes, que ce genre de risque existe. Alors moi j'ai été très frappé, les islamistes ils sont pas dans le mouvement. Peut-être vous avez lu, il y a un tract qui a été distribué dans les manifestations algériennes à des millions et millions de personnes qui se le passent de main en main. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent aucune violence, aucune agressivité, pas un geste contre les forces de l'ordre et pas un signe d'intégrisme religieux et de cris dont vous savez assez souvent ce qu'ils peuvent être. C'est eux qui disent ça. Et donc la société algérienne a choisi un chemin qui est le chemin qui porte le plus d'espoir sans doute. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver aisément. Je ne me dissimule aucun des risques, mais les responsables algériens et les démocrates algériens sont aujourd'hui, comment dirais-je, devant le surgissement de ce qu'ils ont au cours des décennies le plus espéré. On va revenir en France, François Bayrou, avec la fin dans quelques jours du grand débat. Alors il a démarré dans le scepticisme, ce grand débat, puis finalement ça a pris. Il y a eu des des dizaines de milliers de contributions, il y a eu des débats publics, vous en avez organisé 5 à Pau, dans votre ville. Bref, il y a eu un réel intérêt des Français. Sur la méthode d'abord, quelles leçons en tirez-vous sur le fonctionnement d'une démocratie ? Est-ce que finalement elle est si malade que cela, et comment faire perdurer cet esprit démocratique qui s'est peut-être réveillé à ce moment-là? Alors vous avez dit quelque chose qui est absolument vrai, c'est que en dehors du président de la République et de très peu de ses amis, personne n'y croyait. C'était total scepticisme, à la fois de la part de ceux qui sont des militants
contre le président de la République. Les partis d'opposition oui, et puis la sensibilité d'opposition. Et puis dans la rue, des gens qui ne l'aimaient pas. Alors ceux-là avaient le sentiment qu'on allait les manipuler, que c'était de l'enfumage, et vous avez entendu tous ces mots-là. Et puis, parmi les soutiens, ou la majorité, ou le gouvernement, ça arrive aussi du président de la République, ils avaient le sentiment d'un objet politique non identifié, ingérable. Et qu'il allait sortir tellement de choses qu'il était impossible d'apporter des réponses. Et moi, on en est là, aux réponses. Voilà, j'ai entendu vos questions et quelques autres réflexions. Mais il se trouve que c'est pas mon point de vue du tout. Depuis le premier jour, j'ai pensé, parce que j'avais une expérience de ce genre de débat-là, notamment quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, on avait fait quelque chose qui s'appelait le nouveau contrat pour l'école, dont peut-être vous vous souviendrez, qui avait été préparé après un problème d'opinion, de manifestation, exactement de la même manière. Et donc, je croyais, et même, je peux dire, j'avais le sentiment de savoir que lorsque on offre à des citoyens de participer à une vraie réflexion de bonne foi sur leur avenir, de poser les questions qu'ils considèrent comme étant les questions cruciales, alors ils s'engagent, et c'est des centaines de milliers de Français qui se sont engagés. Tous ceux qui prétendaient que ça n'intéresserait personne, qu'il n'y aurait que les élus, peut-être après la première réunion avec les maires, c'était très drôle. Vous avez dit que j'avais organisé 5 débats de 6 heures chacun à Pau, avec plusieurs centaines de personnes. À la première réunion, une assemblée de gilets jaunes est venue et a demandé à lire une déclaration, en fait une proclamation, qui était de dire tout ça, c'est de la manipulation, c'est de la communication, il n'est pas question que nous participions, et je demande à tous nos amis dans la salle de sortir. Personne n'est sorti. Et celui qui avait lu la proclamation est resté jusqu'à la dernière seconde de la réunion et a même pris la parole pour participer. Il suffit que tout cela soit de bonne foi. Et ce que les Français ont vu, et c'est ça qui a tout changé, dans les heures et les heures que le président de la République, il a pris plus d'heures encore que moi, j'en ai pris près de 30, mais il a pris plus d'heures encore que moi, ce que les Français ont vu dans l'engagement du président de la République, c'est que c'était un engagement absolument authentique, sincère, de bonne foi. Ils ont vu qu'il était compétent, qu'il connaissait vraiment très très bien les sujets du pays, qu'il avait la mémoire précise des gens et des choses et des événements, et ils ont vu qu'il était à l'écoute, présent, qu'il prenait sa part, y compris dans l'émotion. Moi, je me souviens très bien de ce jeune dyslexique qui est venu expliquer ce qu'étaient les difficultés de ceux qui ne sont pas tout à fait comme les autres à certains moments de leur vie. Ça touche des millions de gens. Mais lui était profondément ému. J'ai vu la personne au salon de l'agriculture, l'agriculteur âgé, qui n'avait pas reçu tous ses droits. Et c'était une émotion partagée. Vous comprenez, la démocratie, la représentation démocratique, ça ne s'arrête pas au jeu des idées. Il y a quelque chose d'autre. C'est que on participe, on prend sa part de la profondeur de la vie de ceux qu'on a en face de soi. Et c'est pourquoi, pour répondre à votre question, moi je ne suis pas du tout pessimiste. Est-ce que les Français savent ou pensent que c'est simple ? Ils sont pas plus comment dirais-je, décalés que les journalistes ne le sont, les hommes politiques. Ils voient très bien que c'est
compliqué. Je vous raconte la dernière, dernière minute, mais parce qu'elle est révélatrice. Dernière minute du premier débat à Pau. Donc il y avait eu 600 personnes pendant 6 heures de temps. C'était chaud. Il y avait des mises en cause. Et puis après se sont exprimées toutes les revendications et toutes les attentes. Et il y a à la fin un monsieur, il était minuit, un monsieur qui a levé la main. Il a dit moi je voudrais vous dire quelque chose. J'ai tout écouté. Il paraît que vous parlez avec le président de la République. Je voudrais que vous lui disiez quelque chose de ma part, c'est bonne chance. Parce que pour répondre à tout ce qui s'est exprimé, il va avoir besoin de beaucoup de courage. Eh bien, on va revenir justement dans un instant aux arbitrages qu'il va falloir désormais faire à l'issue de ce grand débat. François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau, est l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Et si vous cédiez enfin à la tentation? Chez Roche-Beaubois, ce sont les 10 jours tentation. 10 jours pour céder à toutes vos envies de design et profiter de prix très séduisants sur la nouvelle collection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps. 10 jours, ça passe vite. Les 10 jours tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 18 mars seulement. Magasin ouvert ce dimanche sur rochebeaubois.com. Bonjour à tous les voyageurs. Nous voilà sur la route des séries limitées. Oh, regardez, une fibre starter qui passe. C'est une espèce très rapide à 10 € par mois. Oh, elle s'arrête devant nous. Dépêchez-vous d'en profiter, hein, elle va repartir très vite. Eh ben ça y est, elle est partie. Jusqu'au 11 mars chez SFR, avec la série limitée Starter, la fibre est à seulement 10 € par mois pendant 1 an, puis 41 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Engagement 12 mois, box mise à disposition, frais d'ouverture de service 29 €. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Du 14 au 18 mars, les Renault Days, c'est le bon moment pour bénéficier d'offres exceptionnelles. Comme Renault Capture à partir de 129 € par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. 5 jours pour profiter de 4 ans de tranquillité, il ne faudrait pas les manquer. Renault Days, jour Renault. Pour Capture Life TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 € jusqu'au 31 mars, si accordiaque. Voir Renault.fr. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. C'est la foire au vin sur carrefour.fr. C'est ça, oui. Une foire au vin avec juste 3-4 bouteilles, quoi. Non, plus de 600. Des vins bio, des champagnes, à commander sur carrefour.fr. Et c'est la seule foire au vin notée par la Revue du Vin de France. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Hein. Jusqu'au 31 mars, commandez en ligne toute votre foire au vin sur carrefour.fr. Et faites-vous livrer chez vous ou en magasin. Carrefour. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. J'ai gagné! Pour changer les portes et fenêtres à la maison, j'ai tapé monprojetalu.fr et j'ai gagné une offre hallucinante, regarde! Mais avec Renaer, c'est 100% gagnant. Et tu peux même te faire rembourser ton projet jusqu'à 5 000 €. Jusqu'au 29 mars avec Renaer Aluminium, changez vos portes et fenêtres en vous connectant sur monprojetalu.fr. Conditions chez nos menuisiers agréés. Donc la caméra de recul et la navigation connectée, elle les a. Mais alors, blanc? Non, gris. Oh, c'est que noir, c'est pas mal aussi. Oh, je sais pas. Citroën a 100 ans, mais vous n'avez pas 100 ans pour vous décider. Pendant les portes ouvertes, profitez de 2 000 € de reprise supplémentaire sur Citroën C3 Edition Collector Origins avec personnalisation exclusive, caméra de recul et tablette tactile. Portes ouvertes du 15 au 18 mars. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 mars, détails sur citroën.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau, est l'invité du grand rendez-vous. Alors on le disait, on arrive à l'issue de ce grand débat. On attend maintenant les arbitrages du président de la République, entre autres. Il promet des réponses précises. Qu'attendez-vous, vous, de concret? La question qui a été posée par les Français, si on veut trouver une question qui fédère et rassemble toutes les autres, cette question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut reprendre notre destin en main? Parce que depuis des décennies, vous savez exactement ce qui se passe. Le moment démocratique majeur, c'est l'élection présidentielle. Au moment de l'élection présidentielle sortent des attentes, des questions, des angoisses qui sont extrêmement fortes. Et puis l'élection se passe. Celui qui est élu est en général celui qui a le mieux ressenti ces questions-là. Il s'installe au pouvoir avec ses équipes et tout reprend comme avant.
Et tout reprend comme avant avec une déclaration doctrinale ou idéologique, une déclaration répétée sous toutes les formes, c'est « il n'y a pas moyen de faire autrement ». Et donc là, comment faire autrement ? Il n'y a aucune possibilité, dit-on aux Français, et c'est ce que les Français entendent, il n'y a aucune possibilité de bâtir un destin qui soit différent de celui qu'on voit régner partout sur la planète. Alors ça veut dire quoi ? Faire vivre plus la démocratie sur le temps long, c'est-à-dire sur le temps du quinquennat ? Non, oui, plus que ça. Donner aux Français les outils et la légitimité de penser que on n'est pas sous le coup ou condamné à une fatalité qui fasse que on ne pourrait pas changer, non pas le monde, faut pas croire qu'on ait des baguettes magiques, mais une partie du monde et une partie de la société française. Et donc, vous voyez bien, ça implique deux choses. La première de ces choses, c'est exprimer, formuler un nouveau projet national pour la France. Est-ce que la France a quelque chose à dire qui soit différent de ce que tous les autres puissants de la planète, toutes les puissances économiques, financières, politiques, les grands empires... Mais alors ça passe par quoi, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est ce qui s'est exprimé pendant ce débat. Est-ce que la France peut dire quelque chose de différent ? Et si vous avez lu la tribune que le président de la République a publiée mardi dans tous les journaux européens... sur l'Europe ? Sur l'Europe, c'est ça qu'elle dit. C'est-à-dire, face à toutes les puissances de la planète, oui, nous pouvons porter un projet de société différent. Un projet de société qui tienne compte aussi bien de la justice que de la création de richesses, qui introduise la justice dans ce monde qui est entièrement tourné vers la création, comme on dit dans les Échos, de valeur, c'est-à-dire la création de richesses. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, la société démocratique française, est-ce qu'elle permet d'exprimer les attentes profondes du peuple français ? Au travers des élections. Et on s'aperçoit qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas dans ce système, parce que tant de Français se sentent pas représentés. Alors qu'est-ce qu'on change, François Bayrou ? Non pas voix au chapitre. Et ces deux grandes questions entraînent évidemment une série de changements qui est très important et qui répond aux angoisses et aux difficultés. Qu'est-ce qu'ils disent, les participants au débat, les Français ? Un, ils disent on n'est pas représenté. Bon, il y a des réponses sur la démocratie et la représentation. Deux, ils disent... Mais lesquels ? C'est pas juste. Mais peut-être vous allez laisser le président de la République... mais non, c'est vous qui pouvez le conseiller. Oui, le monsieur Abbo vous a dit, puisque vous parlez au président de la République. Donc, je vais vous dire ce que je pense moi, mais c'est pas les réponses que le gouvernement ou l'exécutif ou le président vont apporter, le président surtout. Pour améliorer la démocratie représentative et peut-être délibérative. Mais vous voyez, n'enfermons pas le sujet uniquement sur les référendums. Ça compte, je vais vous en dire un mot, mais il y a plus large que ça. Il y a l'idéal, au fond, que doit porter la France dans le monde si dominé par des puissances mystérieuses dans lequel nous vivons. Alors vous dites démocratie. Ben, vous savez bien, je mène un combat depuis très très longtemps pour que tous les grands courants d'opinion aient une juste représentation. Et vous savez bien, que j'ai exprimé des réserves sur sur le point d'équilibre entre guillemets. Donc plus de proportionnel que ce qui avait été prévu. Auquel le gouvernement avait fini par arriver, et dont j'ai toujours dit, y compris à ce micro, je crois, que ça ne se passerait pas comme ça, que c'était impossible. Donc oui, je pense qu'il y a la nécessité d'une représentation de tous les grands courants d'opinion. Il y a la nécessité de rendre plus facile l'expression directe des Français, les référendums, que les Gilets jaunes appellent d'initiative citoyenne. Ça existe dans la Constitution, ça n'a jamais été utilisé. Parce que la barre est très très haute. Ça s'appelle référendum d'initiative partagée, mais il faut 4 millions de signatures. Je ne crois pas que 4 millions de signatures sur une grande question soit un seuil impossible à atteindre. Non, mais il faut aussi des parlementaires. Mais il faut le verrou parlementaire.
Et ça, après tout, 20% ou 15% des parlementaires, c'est possible. Mais ça n'était pas jusqu'à maintenant dans nos mœurs et dans nos pratiques. Il faut le rendre plus facile. Est-ce que le domaine du référendum, c'est moi qui m'exprime, hein, c'est pas le président de la République, vous avez bien compris, ne faites pas d'amalgame entre les deux. Est-ce qu'il faut laisser le périmètre du référendum confiné aux questions qui sont aujourd'hui prévues par la Constitution? Ou est-ce qu'on peut élargir? Par exemple, le président de la République plusieurs fois a dit quelque chose dont je sens bien que c'est pour lui une question. Est-ce qu'on pourrait traiter par référendum, pour éviter des affrontements et des incompréhensions, les problèmes sociétaux? Par exemple, extension de la procréation médicalement assistée, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Est-ce qu'on pourrait traiter de ces questions de manière à avoir un débat ouvert? Après tout, c'est ce que font des peuples qui sont nos voisins et qui nous entourent. Est-ce qu'on pourrait regarder l'extension du domaine du référendum sans aller évidemment jusqu'à la possibilité de remettre en cause les principes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme, des libertés qui sont les piliers de la société dans laquelle nous vivons. Voilà deux exemples. Sur l'autre volet, mais ça ne se limite pas à tout ça, évidemment. Mais vous voyez bien, il y a une question sur la représentation. En France, quand on est minoritaire, ça m'est arrivé suffisamment souvent pour que j'ai une expérience précise de ce sujet, quand on est minoritaire, on est sur la touche. Or, un pays, ça n'est pas que sa majorité. Alors ceux qui hier, les deux forces principales qui hier étaient majoritaires et qui croyaient que c'était normal qu'elles eussent la majorité à jamais, elles découvrent aujourd'hui que c'est pas une situation aussi équitable qu'elles le croyaient. Peut-être ça peut nous permettre d'évoluer vers une démocratie, car une démocratie, ça n'est pas seulement le règne de la majorité, c'est aussi la protection des minorités. François Bayrou, président du MoDem, maire de Pau et l'invité du grand rendez-vous. On aura encore une petite question sur les issues possibles de ce grand débat et puis on parlera européenne. On se retrouve dans un instant. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1. Immortaliser l'instant quand tout s'emballe. On rejoint notre envoyé spécial sur place. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Avec Humanité, Nikos Aliagas vous informe. Vous êtes où ce matin, Carole? Eh bien, je suis dans une halte garderie. Faire le point quand c'est un peu flou. Place à l'enquête de la rédaction, Europe 1 va plus Des loin. éclairages techniques. En tapant sur la France, les deux affreux Jojo du gouvernement italien tapent juste. Notre matinale info, c'est 2 heures au cœur du monde, de notre société, de votre quotidien. Nikos Aliagas vous informe. On se retrouve demain de 7h à 9h sur Europe 1. Leclerc. Thibaut, un sandwich pour le foot? Ah ouais, un sandwich au jambon? Ah que oui, jeune homme. Et du Fleury Michon. Ah bien. Mieux que bien. Car avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, dans un paquet de 9 tranches, 3 tranches offertes. Du 5 au 16 mars chez Leclerc, le pack de 9 tranches de jambon Fleury Michon, le supérieur QL étouffé 25% de sel en moins, origine France, est à 2,64 €, soit 9,78 € le kilo. Par modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Bon bah j'y vais moi. Voilà, et bon sandwich. Pour votre santé, bougez plus. Pour préserver leur anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés. C'était un mardi. Lisa, elle me dit « Minou, t'as vu, pendant les German Days, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Une brouette, un boulet, paf, jusqu'à 4300 €. Moi, évidemment, je l'ai pas cru. Et maintenant, c'est qui le boulet ? Eh ben, c'est Minou. Pendant les German Days, journée allemande, jusqu'au 25 mars, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 € pour l'achat d'une Corsa neuve en stock avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Sport 2000 de Péronne, bonjour. Salut, c'est Christophe du Sport 2000 de Vaux-sur-Mer. Allez, sois gentil. Rapporte. J'ai dit rapporte. Bah, comment tu me parles? Je suis pas ton chien. Non, mais quand je dis rapporte, c'est rapporte des euros à tes clients, si tu vois ce que je veux dire. Ah ok, tu veux parler de l'opération vieille basket? C'est bien ça. Rapporter ses vieilles baskets et rapporter des euros, ça match dans les magasins Sport 2000. Jusqu'au 24 mars, en rapportant votre vieille paire de baskets, elle sera recyclée par le relais et vous aurez jusqu'à 30 € de remise sur l'achat d'une nouvelle paire. Sport 2000. Ça match. Voir conditions au magasin. Cette année, vous n'allez pas en croire vos yeux. La saison du galop est de retour au PMU. Oui, on a mis le paquet pour vous annoncer le lancement de la nouvelle saison du galop au PMU. On n'a pas fait trop sur les bruitages, là? Ça y est, la nouvelle saison du galop est lancée et elle est déjà dans vos points de vente. Rendez-vous au PMU pour gagner des milliers de bons à parier.
Conditions et informations en point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau, est l'invité du grand rendez-vous. Un mot encore sur les arbitrages attendus de ce grand débat. Une question de Nicolas Barré. Oui, parce que dans ce grand débat, vous l'avez constaté comme nous tous, il a été beaucoup question de fiscalité. Alors, est-ce que vous avez des lignes rouges en la matière? Est-ce qu'il faut d'entrée de jeu dire pas d'impôts nouveaux, pas de nouvelles tranches supplémentaires d'impôts? Et sinon, est-ce que vous avez des idées particulières sur ce qu'il faudrait changer dans la fiscalité française? La question de la fiscalité, pour ceux qui interviennent très souvent, c'est la justice. Est-ce que l'effort qu'on me demande à moi, est-ce que cet effort est juste? Est-ce qu'on ne pourrait pas en demander à d'autres, etc. Il y a, me semble-t-il, une question qui est importante, sur laquelle les Français ont des doutes et à propos de laquelle il faut apporter une réponse indiscutable. Les Français ont le sentiment, et il y a parfois des contributions qui le répètent à l'envi, qu'il y a des dizaines de milliards, peut-être 100 milliards d'évasion fiscale. Comme vous êtes, Nicolas Barré, un spécialiste du sujet, peut-être vous mettrez en cause ces chiffres. J'ai cru lire dans votre journal des mises en cause de ces chiffres. Effectivement plus faibles que ça. Mais sachant que c'est difficile d'évaluer en même temps l'évasion fiscale par définition. On ne peut pas laisser les Français avec ce doute-là, cette suspicion-là. Et il faut donc une démarche crédible, partagée, ouverte, pour qu'il y ait une lutte contre l'évasion fiscale, ou pour que la lutte contre l'évasion fiscale soit garantie aux Français comme étant efficace et équitable. Donc viser les entreprises, mais pour les particuliers, les ménages. Je ne vise rien. Le fond de ce que je pense, c'est qu'il y en a moins qu'on ne dit. Voilà. Qu'on n'est pas dans des chiffres comme cela. Mais après tout, les citoyens, et notamment les contribuables, ont le droit de vérifier si la charge fiscale est équitablement répartie. Par exemple, je suis très fier de ce que, cette semaine, on ait ouvert la voie vers un impôt vers ces puissances industrielles numériques qu'on appelle les GAFA, initiales des grands groupes Google, Amazon, Facebook, etc. Je suis très fier que ce soit la France qui, la première, ait ouvert la voie. La première parce que l'Europe ne la suivait pas, en l'occurrence. Parce que certains pays en Europe ne voulaient pas la suivre, ce qui pose des questions sur la gouvernance européenne. Mais vous voyez bien, je suis très fier que ce soit la France qui ait dit, écoutez, la charge, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas répartie sur tous ceux qui mériteraient d'en prendre leur part. Ce matin, dans Le Parisien, le patron du parti La République En Marche dit il faut alourdir l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF. Est-ce que ça, par exemple, vous êtes d'accord avec cette mesure? Non, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis, d'une part parce que j'ai, comme vous savez, défendu l'idée que la réforme de l'ISF n'avait pas porté sur l'objet qu'Emmanuel Macron, n'avait pas porté principalement sur l'objet qu'Emmanuel Macron avait défini pendant la campagne. Ce que le président de la République élu avait dit quand il était candidat, c'était très simple, c'était nous allons exonérer d'ISF l'impôt qui se tourne vers la production. Nous allons exonérer... Et l'investissement. L'investissement, pardon, donner la bonne formule... nous allons exonérer d'ISF l'investissement productif. Celui qui va vers les usines, vers les entreprises, nous allons l'exonérer. Parce que une économie, pour être puissante, a besoin d'investissement. Et c'était donc absurde de frapper de l'impôt cet investissement. Sur ce point, il avait complètement raison. Mais on est allé... au prix de pressions multiples, variées et efficaces, on est allé beaucoup plus largement vers beaucoup d'autres aspects de la richesse notamment sur le déplacement qui n'était pas tourné vers la production. Donc vous suggérez par exemple là, à l'issue de ce grand débat, de revoir cette réforme de l'ISF? Et donc, en tout cas, ça n'est pas une question interdite. Le président de la République a dit, tout le monde fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Mais il a dit en sachant ce qu'il disait. Il a dit, il n'y a pas de question taboue.
on peut tout à fait discuter de ce sujet. Est-ce qu'il faut alourdir sur l'immobilier? Je ne le crois pas. Parce que il y a peut-être de grandes fortunes placées en immobilier, et encore, je demanderai des vérifications sur ce sujet. Mais l'immobilier, c'est pour beaucoup de familles, et notamment au moment de la succession. J'ai lu qu'il y avait des gens qui voulaient alourdir l'impôt sur les successions. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, pour les lourdes successions, voilà, pour les grosses successions. Dans les lourdes et grosses successions, ceci est autre chose. Mais vous voyez bien, actuellement, le seuil d'imposition sur les successions est assez bas. Et c'est un droit de la personne humaine et des familles, quand on a travaillé, de pouvoir transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants. Moi, en tout cas, je trouve que c'est ça qui participe à la construction de la stabilité dans la société. Donc, on va avoir des débats sur ce sujet. Et je ne doute pas que l'intervention qui viendra à la fin du processus du président de la République trace des lignes qui soient des lignes compréhensibles par tout le monde sur ces sujets. Et donc, vous imaginez qu'il puisse éventuellement revenir sur cette réforme de l'ISF? Il a dit une chose simple, il n'y a pas de question taboue. Les grands choix qui sont faits, les grands choix économiques qui sont faits, sont des choix qui doivent être débattus devant le pays. Et le président de la République a suffisamment de capacité pédagogique, il l'a montré, pour défendre ses convictions. Parce que tout le monde sait bien qu'on ne va pas construire un mur autour de la France. Regardez ce qui se passe au Venezuela, hein, si vous venez d'avoir les titres. Oui, le monde est interconnecté. Oui, les personnes et les investissements traversent les frontières. Et il est bien qu'il en soit ainsi. Simplement, pour reprendre une question économique, celle-là, ce que a dit Emmanuel Macron dans la tribune européenne qui a été publiée, c'est on ne va pas continuer à être de cette naïveté confondante, nous les Européens, qui fait que nous imposons à nos producteurs des normes qui ne sont pas respectées par les produits que nous laissons entrer chez nous. Et donc il y a une rupture d'égalité, il y a une espèce d'injustice chronique à accepter que nos concurrents utilisent des procédés, des produits, des manières de faire qui sont interdites à nos producteurs. Alors il ne faut pas baisser la garde sur nos producteurs, mais il faut imposer que les produits qui entrent chez nous respectent les règles. Songez par exemple aux producteurs de fruits et légumes. Ils ont des concurrents, parfois même à l'intérieur de l'Union européenne. Ils ont des concurrents qui ne respectent pas les règles qu'on leur impose, qui sont eux obligés de respecter. Eh bien, c'est inacceptable. Alors, on en vient justement à cette tribune européenne. Emmanuel Macron l'a lancée cette semaine à l'adresse de tous les citoyens européens, ce qui était inédit. On a bien compris qu'il se vivait un peu comme le chef de la campagne européenne. On n'a pas bien compris avec quels alliés il comptait travailler demain. Ce que le président de la République a fait, vous avez dit inédit, c'est en effet sans précédent. Un chef d'État qui s'adresse à tous les citoyens européens, pas seulement à ceux qui votent chez lui, mais à tous les citoyens européens pour mettre en évidence la nécessité historique que nous sommes en train de vivre. Alors c'est en effet sans précédent. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est très simple. Vous avez des forces incommensurables, économiques, financières, politiques, qui veulent la destruction de l'Europe. Qui voient là la seule chose qui puisse contrebalancer... Mais qui sont aujourd'hui l'expression démocratique dans un certain nombre de peuples, oui, mais dans un certain nombre de pays. Justement. Et donc, ils veulent, alors on connaît très bien leur identité, on a vu cette semaine qu'il y avait un lobby organisé par des milliardaires américains qui paient pour déstabiliser les opinions publiques européennes. Deuxièmement, Trump ne se cache pas. On connaît les adversaires, attendez, mais qui sont les alliés? Peut-être ceux qui nous écoutent ne les connaissent pas, alors on va peut-être le rappeler. Trump s'est exprimé notamment à propos du Brexit en disant qu'il fallait aller encore plus loin dans la destruction de l'Europe.
Monsieur Poutine, évidemment, multiplie les efforts, y compris financiers, pour que ceux qui veulent détruire l'Europe aient plus leur aise. Et puis vous voyez les forces immenses qui... Donc Emmanuel Macron parle à tout le monde, mais avec qui va-t-il travailler demain, au Parlement, à la Commission? Eh bien, moi je crois qu'il existe une majorité au sein du Parlement européen qui pour l'instant ne s'est pas constituée, une majorité centrale des Européens qui ne veulent pas la destruction de l'Europe. Comme vous savez sans doute, nous appartenons au Parti démocrate européen, dont je suis l'un des deux coprésidents, et nous voyons naître dans tous les pays des gens qui commencent à mesurer le risque extrême. Alors, ce n'est pas le seul courant, ce courant central. Il y a d'autres mouvements d'opinion, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, qui mesurent tout à fait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir autrement et que la menace qui pèse sur nous comme volonté politique européenne de mettre des règles qui défendent nos droits et nos valeurs, beaucoup de forces, ou en tout cas il y a des forces assez larges qui pourront constituer une majorité européenne. En France, avec qui avez-vous envie de travailler au-delà de la majorité autour du président de la République? La majorité aujourd'hui, si j'en crois les études d'opinion, desquelles je me méfie autant que vous le faites, la liste que nous présenterons ensemble est en tête des intentions de vote. Avec quelle incarnation d'ailleurs? Pas mal. On verra. Non, je ne serai pas. C'est la troisième fois que je le dis, mais je vais le répéter. Je ne serai pas tête de liste aux élections européennes. Faudrait qu'il y eût un séisme et je ne l'aperçois pas. Au contraire. Quel profil justement? Quelle sensibilité? Moi, je pense qu'il faut un ou une responsable politique ayant de l'expérience, autant de l'expérience politique que de l'expérience de vie. Ségolène Royal? Vous avez failli me faire éclater de rire, c'est pas bien. Mais elle a trouvé la tribune du président Macron formidablement créative, imaginative et rassembleuse. Mais elle a raison, on s'en est pas aperçu parce que les commentaires passent trop vite. Depuis combien de temps n'a-t-on pas vu là, vous allez nous parler du président Macron, mais nous, on essaie d'avoir la tête de liste, François Bayrou. Attendez, depuis combien de temps n'a-t-on pas vu un chef d'État proposer à tous les Européens des idées aussi novatrices que celles qui sont dans cette tribune-là? De dire, par exemple, on a une grande question autour de l'immigration et de l'asile. Il faut que ceux qui sont décidés à traiter cette question ensemble, l'ancien périmètre de Schengen, par exemple, même s'il ne restera pas comme ça, acceptent de défendre ensemble leurs frontières et d'avoir une règle unique pour l'asile. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Remise à plat de Schengen, a dit le président de la République, sans qu'on sache quand même très précisément de quoi il s'agissait. En Allemagne, on vous refuse l'asile, il suffit de passer en France et ça recommence. Eh bien, cette exigence-là est novatrice. L'exigence d'avoir des règles commerciales qui défendent nos principes et nos valeurs, elle est essentielle, elle est novatrice. Une banque pour le durable, pour le climat, pour les transformations dues à la lutte contre le changement climatique, une banque spécifique liée à la BCE, tout ça, ce sont des idées qui jusqu'à maintenant étaient peu dans le débat, ou en tout cas n'y étaient jamais ensemble. Les idées qui sont à la fois protectrices et ouvertes, elles n'étaient jamais présentées ensemble. Or, c'est bien de cela dont nous avons besoin. Et on trouve là un écho du en même temps dont le président de la République avait fait son mantra au moment de l'élection. Et donc, voilà. Alors, si vous voulez un nom pour la tête de liste, eh bien, je ne vous le donnerai pas. Nathalie Loiseau, Cédric Villani. Je vous ai fait un profil, un portrait robot, essayez de voir qui correspond. On va chercher François Bayrou, et on va attendre surtout François Bayrou. J'ai dit expérience et expérience politique et expérience de vie en même temps, parce que je trouve que l'Europe est un sujet tellement important qu'il mérite quelqu'un qui ait une densité personnelle.
François Bayrou, président du MoDem, maire de Pau, qui n'est pas candidat pour être tête de liste pour le prochain scrutin européen et l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Soch présente. Hé, t'as entendu la nouvelle? Non mais dis-moi vite, je suis pressée. Il y a une promotion sensationnelle chez Soch, c'est super chouette. J'ai vraiment pas le temps. Tu peux le dire encore plus vite? Il y a une promotion sensationnelle chez Soch, c'est super chouette. Encore plus vite? Il y a une promotion sensationnelle chez Soch, c'est super chouette. Plus vite. Vite! Jusqu'au 13 mars à 9h, le forfait mobile avec 50 Go est à 9,99 € par mois pendant un an, puis 24,99 € par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99 € par mois. Conditions sur soch.fr. Pour préserver leur anonymat, les prénoms des personnages ont été modifiés. J'étais le commissaire Michel. J'interroge un suspect, son alibi. Les German Days. Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 € pour l'achat d'une Corsa. Je coffre illico. Suspect suivant, même alibi, un complice, je le coffre. Aujourd'hui, je fais la circulation, j'en vois passer des Opel Corsa. Pendant les German Days, journée allemande, jusqu'au 25 mars, Opel reprend tout ce qui roule jusqu'à 4300 € pour l'achat d'une Corsa neuve en stock avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Oui, c'est vrai, pour assurer ta voiture, Internet, c'est bien. Hein. Avec la mutuelle de Poitiers, tu peux faire ta demande en ligne. C'est où tu veux, quand tu veux, enfin, c'est simple quoi. Mais ce qui est encore plus fort à la mutuelle de Poitiers, c'est que si tu les appelles, c'est pas un plateau téléphonique qui te répond. Non, c'est un assureur que t'as en ligne. Ton assureur, le tien. C'est lui qui te conseille et qui suit ton dossier. Franchement, j'adore. Avec la mutuelle de Poitiers, c'est la proximité assurée. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et ça change tout. T'as pas une photo de ton bébé? Tiens, regarde, là elle est dans sa chambre. Parce que du coup, on a acheté notre premier appartement chez Cogedim pour qu'elle ait sa propre chambre. Elle est hyper lumineuse avec de grands placards. Ah, c'est bien, mais t'as pas d'autres photos d'elle? Si, là elle joue dans notre immense salon qui donne sur la terrasse. Oh, elle est superbe. Oui, et elle est en tech. Je veux parler de ta fille. Avec Cogedim, vous allez être fiers de vos premiers mètres carrés. Et jusqu'au 20 mars, découvrez toutes nos offres pour l'achat d'un appartement neuf sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Du 14 au 18 mars, les Renault Days, c'est le bon moment pour bénéficier d'offres exceptionnelles. Comme Renault Scénic à partir de 219 € par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. 5 jours pour profiter de 4 ans de tranquillité, c'est le moment de se dépêcher. Renault Days, jour Renault. Pour Scénic Life TCE 115 FAP, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € jusqu'au 31 mars, si accordiaque. Voir Renault.fr. Cette année, vous n'allez pas en croire vos yeux. La saison du galop est de retour au PMU. Oui, on a 1000 paquets pour vous annoncer le lancement de la nouvelle saison du galop au PMU. On n'a pas fait trop sur les bruitages, là? Ça y est, la nouvelle saison du galop est lancée et elle est déjà dans vos points de vente. Rendez-vous au PMU pour gagner des milliers de bons à parier. Conditions et informations en point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau, est l'invité du grand rendez-vous. Une question encore sur l'Europe et un départ attendu. Question de Nicolas Barré. Oui, François Bayrou, le Brexit va avoir lieu, qu'il soit ordonné ou pas ordonné, mais en tout cas, il aura lieu. Quelles leçons tirez-vous de cette affaire qui est quand même un échec collectif et est-ce qu'il faut que l'Union européenne, à votre sens, fasse un dernier geste en faveur de Theresa May, voire repousse la date du 29 mars pour ce divorce? Alors, c'est la première ministre britannique qui risque de demander le report. Oui. Moi, je pense qu'il est impossible que les instances européennes renoncent aux exigences qu'elles ont mises sur la table. Pourquoi? Parce que s'il apparaissait que l'Europe est prête à faire plus pour ceux qui la quittent que pour ceux qui sont fidèles à l'accord et à l'alliance et au traité, alors vous ouvrez la boîte de Pandore. Il y a des tas de pays qui se diront bonne pioche. On va pouvoir à la fois avoir les avantages et se libérer des contraintes. Eh bien, ceci est strictement impossible. Et ça dit une deuxième chose, l'affaire du Brexit, c'est que on ment au peuple, il croit les mensonges, mais il y a un rendez-vous derrière, qui est le rendez-vous du réel.
Vous vous souvenez comment la campagne a été faite par ceux qui ont soutenu l'idée de leave, quitter, partez, référendum. Ils ont dit, mais vous vous rendez compte, on donne des dizaines de milliards tous les ans à l'Union européenne, on va les récupérer pour nous. On va construire des hôpitaux, on va construire des écoles avec cet argent. Responsabilité de la classe politique. Ces bruits-là, vous les entendez en France aussi. Qu'est-ce qui se passe au bout du chemin? Eh bien, on s'aperçoit que c'est une impasse absolue, que c'est un chaos. Et ils le savaient très bien. C'est ça qui est fantastique. Ils ont fait campagne là-dessus. Mais dès le lendemain du résultat du référendum, ils sont partis. Ils ont refusé les responsabilités. Ils se sont échappés en courant. Et c'est la preuve qu'ils savaient que ce qu'ils disaient était un mensonge éhonté. Simplement, ce sont des mensonges qui déclenchent des passions et prendre des décisions dans une ambiance passionnelle comme ça, ou pour des raisons passionnelles, généralement des passions noires, des passions qui visent à rejeter, à écarter, eh bien, au bout du compte, on fait du mal au peuple qu'on entraîne vers des solutions désespérantes. C'est ça que le Brexit montre. Et on devrait avoir tout cela présent à notre esprit au moment des grands choix que nous allons faire maintenant. Jamais l'histoire n'a été plus dangereuse. Jamais. J'ai pas souvenir d'une situation dans laquelle les piliers même de notre maison soient remis en cause par un tremblement de terre déclenché par des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Cette fois-ci, on est devant de grands choix. Gardons l'exemple du Brexit parce que le peuple britannique a déjà beaucoup perdu et risque de perdre beaucoup dans cette affaire. Damien Fleureau. François Bayrou, un sujet de politique économique, l'avenir d'Aéroports de Paris. Si vous étiez député, est-ce que vous voteriez la privatisation d'Aéroports de Paris? Vous vous souviendrez que je me suis beaucoup opposé à la privatisation des autoroutes. D'où la question. Et je m'y suis opposé tout seul. Parce que toutes les forces politiques s'étaient couchées. Je suis allé jusqu'à aller moi-même au Conseil d'État à titre individuel, comme citoyen. Donc vous pour dites à essayer Bruno Le Maire, contester. on renonce. Et on sait aujourd'hui, non, c'est pas ce que je dis. Et on sait aujourd'hui quel est le résultat. Et que, évidemment, ceux qui avaient raison n'ont pas été écoutés. Alors, deuxième chose, est-ce que la situation d'Aéroports de Paris et celle des autoroutes est la même? Sincèrement, je crois qu'il y a de grandes différences. Et la différence principale était que notre réseau d'autoroutes était parfaitement en état, parfaitement entretenu, qu'il était quasiment payé, que ça allait être du cash, comme on dit, qui allait rentrer. Et ce n'est pas le cas pour Aéroports. Et c'est pas le cas pour Aéroports de Paris, dont vous avez vu, je vois ça avec tristesse, le classement des aéroports du monde. Il y a 140 ou 150 aéroports classés. Les deux aéroports français sont quelque chose comme 138e. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au gouvernement de défendre les intérêts français et de s'assurer que la solution qu'il propose, et comme vous entendez, j'ai quelques interrogations, la solution qu'il propose soit celle qui pourra donner aux aéroports français la place qui doit être la leur, c'est-à-dire en tête des classements. Pour terminer, François Bayrou, un mot rapide. C'est demain que s'ouvre le procès de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage sur le Crédit Lyonnais, l'affaire Adidas. Vous aviez eu des mots très durs à l'époque et puis Bernard Tapie va affronter cette épreuve affaibli par la maladie. Vous lui avez envoyé, je crois, un petit SMS. Est-ce que vous êtes réconcilié avec Bernard Tapie? Alors, il y a deux sujets. Il y a le procès, l'affaire sur laquelle je me suis beaucoup exprimé. Et puis il y a le avec fait... des mots très durs, à dire. Sans doute les plus durs. Oui, parce que je considérais qu'il y avait là une anomalie de gouvernement qui était très importante. Et la preuve, la suite a montré que c'était vrai. Après, Bernard Tapie a été malade et puis on a eu des échanges, d'ailleurs assez drôles, je les raconterai peut-être un jour, un concours de circonstances, qui font que oui, nous avons repris contact. Moi, je me bats contre les gens généralement quand ils sont puissants, quand ils sont en haut des situations de confort, de responsabilité, de privilège. Je ne me bats jamais contre les gens quand ils sont affaiblis et que les événements ont tourné
à leurs difficultés. Merci. Et donc, oui, je parle assez souvent avec lui, plus souvent de la maladie que d'autres sujets, de comment on l'affronte, du courage qu'il faut pour l'affronter.